Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Jury Nova consacré aux quatre composantes de votre rémunération. Et pour tous les Jury Nova qui nous rejoignent, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer. Dans cette série de 5 podcasts que je vous délivre sur une durée de 5 semaines, j'ai le plaisir de vous partager les sujets abordés lors de l'atelier carrière que j'ai animé pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et les directeurs juridiques au sein de la FJE le mercredi 21 septembre 2022 sur la thématique négocier son salaire tout au long de sa carrière. De plus, une surprise vous attend pendant ces 5 semaines. Je vous invite à suivre le podcast Jury Nova, les newsletters Jury Nova, les posts sur LinkedIn sous @Cynthia Anison-Lorbert, sous mon profil, ou sur le feed et les stories Instagram. Le compte est @Jurynova Consulting pour scruter le moment où cette surprise sera dévoilée. Cette surprise répondra à vos nombreuses demandes que je reçois régulièrement. Je l'espère en tout cas bien sincèrement. Patience! Je reviens à cette série de 5 podcasts consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Cela peut vous intéresser si vous souhaitez vous préparer à négocier vos conditions salariales, que vous soyez dans l'une de ces situations. Jeune diplômé ou expérimenté, en poste ou en recherche active, que vous ayez déjà pratiqué une négociation salariale ou que vous ayez toujours accepté les propositions sans oser vous renseigner ou demander plus. En effet, avoir son diplôme en poche, voire plusieurs diplômes ou de longues années d'expérience derrière vous, cela est nécessaire, bien entendu, mais insuffisant dans certains cas pour recevoir une rémunération qui corresponde à vos prétentions et à votre valeur intrinsèque. Dans l'atelier carrière que j'ai animé au sein de la FJE, nous avons traité les différentes méthodes d'évaluation de votre niveau de salaire. Celui-ci devra valoriser à sa juste valeur vos compétences et vos expertises, votre niveau d'implication dans votre métier et votre niveau de responsabilité. Nous avons également approfondi les différentes stratégies à adopter pour mener vos négociations avec conviction et sérénité. À l'issue de cet échange de 3 heures pendant l'atelier, les personnes présentes, donc les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, sont repartis avec les clés pour oser débuter et justifier cette négociation salariale auprès de leur manager. Et compte tenu du nombre de questions et de situations exposées, je vous propose de nous retrouver pendant 5 semaines le vendredi, pendant le podcast, sur les thématiques suivantes. Donc, podcast 23, 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Le podcast 24 portera sur comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect. Plus 3 questions bonus dont vous bénéficierez. Podcast 25, comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise. Plus 2 questions bonus. Podcast 26, comment évaluer les à-côtés et peut-on demander la liste en entretien de ces à-côtés. Plus une question bonus en relation avec l'inflation notamment. Podcast 27, déstabilisation. Questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Nous poursuivons notre série de 5 podcasts par le 4e, donc l'avant-dernier, le podcast 26, consacré aux 4 composantes de votre rémunération. Et voici les 2 questions posées par les juristes membres de la FJE lors de l'atelier que j'ai animé, sur lesquelles je vous propose de revenir tout au long de l'épisode pour vous faire bénéficier également de tout ce qu'ils ont reçu pendant l'atelier. Première question, comment évaluer les à-côtés? Donc, je donne en exemple le nombre de jours de RTT, la bonne mutuelle familiale, le télétravail, la place en crèche, etc. En entretien, peut-on demander la liste de tous ces avantages en nature? Deuxième question posée, est-ce que le taux d'inflation peut être soulevé pour une revalorisation?
Quelles sont les composantes d'une rémunération? De quoi est constituée ma rémunération? La question qui m'a été posée en atelier, la première question, c'est comment évaluer les à côté, le nombre de jours de RTT, la bonne mutuelle familiale, le télétravail, la place en crèche, etc. En entretien, peut-on demander la liste de tous ces avantages en nature? Donc, je reprends exactement les termes de la question posée lors de l'atelier à FJE. Ici, il s'agit de distinguer deux étapes, ok? La phase de préparation d'un côté, donc on prépare notre entretien, et la phase de négociation contractuelle et salariale qui se passe pendant les entretiens. Donc non, concrètement, pour les postes de juriste et plus spécifiquement pour les postes de responsable juridique ou directeur juridique, on ne demande pas ces éléments. La DRH peut les évoquer en revanche en vous les présentant dans un résumé, une synthèse, etc. Par contre, vous avez déjà connaissance de ces éléments en amont des entretiens, car vous les avez collectés pendant votre phase de préparation à l'entretien. Ok, je viens de vous dire qu'il y a deux phases, la phase de préparation des entretiens et la phase de négociation contractuelle et salariale. Et donc, pendant votre phase de préparation à l'entretien, vous avez fait vos recherches sur l'entreprise pour le préparer, cet entretien. Et normalement, vous avez tous ces éléments. Tous ces éléments, vous les avez déjà compilés en amont. Donc, c'est ce que j'apprends à mes clients dans l'accompagnement mobilité. Pendant la phase de préparation, vous obtenez ces informations. Il y a tout un module sur la préparation de l'entretien dans l'accompagnement mobilité. Donc, vous avez même plusieurs vidéos. Tous ces éléments-là, vous devez les obtenir pendant votre phase de préparation. Ça ne se demande pas pendant l'entretien. Cela vous aide à vous positionner pour ne pas perdre de temps pendant les échanges, pendant les différents entretiens. Sauf la RH, comme je vous l'ai dit, si jamais elle aborde le sujet, etc. Et donc, bien entendu, dans ce cas-là, vous pouvez poser vos questions. Pendant l'entretien, on se fixe sur les compétences demandées, le besoin de l'entreprise et comment vous allez répondre aux besoins de l'entreprise pour les rassurer, d'accord? Pour faire la différence. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelles sont vos forces pour répondre à leurs besoins? Qu'apportez-vous concrètement? Quelles sont vos expertises? Quelles sont vos connaissances? Quels sont vos soft skills? Quels sont vos digital skills? Quels sont vos business skills? Qu'est-ce que vous apportez vraiment, réellement, concrètement pour les rassurer et pour répondre à leurs besoins, d'accord? Comment vous vous situez, comment vous contribuez, quelle est votre vision de votre poste, du positionnement de votre poste, du positionnement du service juridique, quelle est votre contribution à ce service, à l'entreprise, etc., etc. On n'est pas à ce moment-là sur les avantages collectifs ou en nature. Ensuite, vous allez avoir la deuxième étape, la phase de négociation. C'est à ce moment-là que l'on va beaucoup plus loin. On s'intéresse aux différentes composantes de la rémunération. Il y a donc 4 composantes à votre rémunération personnelle. La première composante, c'est votre partie fixe. La deuxième composante, c'est votre partie variable ou encore appelée bonus. La troisième composante, c'est vos primes, qui peuvent être déjà prévues en amont, bien entendu, et négociées à ce moment-là, et donc annexées à votre avenant, à votre contrat de travail. Et quatrième composante, ce peut être vos avantages en nature, qu'il va bien falloir distinguer des avantages collectifs cités dans la question qui m'a été posée. Donc les points évoqués ci-dessus, nombre de jours de RTT, bonne mutuelle familiale, télétravail, place en crèche, tous ces éléments relèvent bien des avantages collectifs négociés par les partenaires sociaux. Donc souvent, ça figure dans la convention collective si elle existe ou dans les accords distincts signés. Donc, ils ne font pas l'objet de votre propre négociation salariale, de votre négociation salariale personnelle, qui vous est propre, car ces avantages-là, ces avantages collectifs, seront d'office inclus dans le package global. Donc, ils auront un impact sur votre organisation. Oui, bien sûr, la place de crèche a un impact sur l'organisation, le nombre de jours de RTT également. Et je le comprends, bien entendu, mais ils ne font pas partie de votre négociation salariale. Et j'insiste, hein, défocalisez-vous de cela pendant l'entretien et axez votre attention sur votre rémunération fixe, votre rémunération variable et éventuellement les avantages en nature que vous pouvez obtenir à titre personnel qui vous seront propres et qui, sur le long terme, peuvent faire la différence. D'accord? C'est la même chose pour l'intéressement et la participation. Très souvent en entretien, j'entends les personnes intégrer l'intéressement et la participation dans le revenu qu'ils souhaitent demander. Non, l'attribution de l'intéressement et de la participation est négociée par les partenaires sociaux et fait l'objet d'accords collectifs. Tous les salariés couverts par ces accords collectifs pourront y prétendre. Donc, c'est forcément en plus de votre négociation salariale personnelle qui vous est propre. OK? Il n'y a pas besoin d'une forme de négociation individuelle à ce niveau-là. J'en reviens aux 4 composantes. Donc, vous commencez par le fixe, donc par la partie fixe de votre salaire.
C'est souvent ce qui est affiché dans toutes les annonces. S'il y a un bonus ou du variable, c'est affiché, enfin, c'est parfois indiqué également dans les annonces, surtout les annonces pour les juristes. Pour les responsables juridiques et directeurs juridiques, c'est moins vrai puisque de toute façon, les annonces de responsables juridiques sont souvent publiées, les annonces de directeurs, directrices juridiques sont souvent sur le marché caché, donc vous n'y avez pas accès en principe. Donc, on commence par le fixe. Une fois celui-ci négocié et compte tenu de ce que vous avez obtenu, si cela est conforme à vos souhaits ou si ce montant est éloigné de votre fourchette haute, vous allez poursuivre. Donc, vous allez aborder la question de la part variable, du bonus. Dans certaines sociétés, c'est une pratique courante, la pratique du variable et du bonus. Donc, votre interlocuteur vous en fera part et parfois même, il vous challengera sur la définition des objectifs à atteindre pour prétendre à ce variable. OK? Pour ma part, ce fut le cas lors de ma négociation salariale pour mon deuxième poste en qualité de responsable juridique en assurance. Le secrétaire général m'a demandé de lui proposer deux objectifs individuels et un objectif collectif pour, euh, pour avoir un bonus. J'ai donc proposé la livraison d'un closier sous 6 mois sur des problématiques précises qui étaient restées non traitées depuis plusieurs années et qui avaient été relevées lors de différents audits en fait et qui ressortaient à chaque fois. Deuxième objectif individuel que j'ai proposé, c'est la livraison d'un process plus efficace et efficient pour l'acceptation de nouveaux produits, de produits assurances, donc afin de réduire le délai de validation en interne. Il s'agissait donc de jouer au chef d'orchestre, hein, concrètement, afin que chaque partie prenante analyse et fasse part de ses remarques dans des délais impartis, donc bien plus courts, bien entendu, pour répondre plus vite à la demande initiale et s'assurer que toutes les parties prenantes étaient bien impliquées de A à Z dans le process pour que le nouveau produit puisse être commercialisé dans des délais raisonnables. Et troisième objectif, qui était un objectif collectif, celui-ci, il s'agissait de mener le dossier réglementaire des 20 heures de formation obligatoire dans l'assurance dans les délais réglementaires impartis avec la DAF, le RH et un consultant externe, afin de fixer le périmètre d'un côté, les sujets à aborder, le budget formation et les calendriers de formation pour tous les membres de l'équipe concernés. Voilà, donc ça, c'était le troisième objectif qui était collectif avec d'autres. Donc ces trois objectifs à atteindre ont été définis dans le temps et la forme également. Plus précisément, hein, nous avons acté par avenant à mon contrat de travail sous combien de temps cela serait opérationnel ou livré et sous quelle forme concrètement, parce qu'il fallait que ce soit concret, hein, et quel serait le montant. Dans cet exemple, c'était un montant fixe versé en une fois le 31 mars de l'année N+1 par objectif constaté au 31 décembre N. Donc, le 31 décembre de l'année d'avant, il fallait qu'on constate pour les trois objectifs fixés s'ils étaient atteints ou non. Et donc, le versement aurait lieu le 31 mars de l'année suivante. OK? Donc, vous pouvez également prévoir un pourcentage de chiffre d'affaires si vous êtes en lien direct avec le business, notamment dans les business units, et si vous participez aux négociations de business. Intéressez-vous aux enjeux économiques de vos dossiers. Et là, j'insiste. Quels sont les montants en jeu, OK? Et donc, soyez créative, soyez créatif sur votre assiette de calcul de ce bonus. Sur quoi vous vous basez? Le chiffre d'affaires fait avec ce client ou autre chose. Le montant visé par cette négociation uniquement ou le montant global de chiffre d'affaires fait avec ce client cette année-là ou sur les 3 dernières années. Enfin, bref, voilà. Soyez vraiment créative et créatif sur cette assiette de calcul. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de voir ce qui vous parle et faites les calculs, hein. Concrètement, vous fixez un pourcentage, donc vous faites le calcul, voir si c'est raisonnable ou non, si ça vous semble abordable ou non pour l'entreprise. D'accord? Intéressez-vous également à la santé économique de votre propre entreprise pour savoir où est-ce qu'elle en est. Est-ce qu'elle est en hypercroissance avec de la trésor ou en hypercroissance sans trésor? Voilà, est-ce qu'elle peut faire face aussi ou non? OK? Vraiment, c'est important d'avoir toute cette vision globale de l'entreprise de manière générale. Et puis, si vous êtes dans le contentieux, je vous donne un autre exemple, c'est peut-être un pourcentage du risque évité et estimé lors du passage de votre provision en compta. Donc, si vous passez la provision en compta ou vous faites passer la provision en compta, bah, vous avez estimé le risque, d'accord? Donc, vous pouvez peut-être prévoir un pourcentage de ce montant estimé une fois que le contentieux est traité, d'accord? Donc là, vous prenez encore une fois en compte les enjeux économiques du contentieux traité. Donc là, j'insiste encore, soyez créative, soyez créatif en tant que juriste sur cette assiette, ok? Quelle assiette vous allez prendre? La provision, c'est une bonne assiette dans ce cas-là. Si vous gérez un portefeuille de fusion-acquisition, intéressez-vous au montant perçu par l'équipe commerciale, là où les coms qu'ils ont négocié, ok, avec les parties prenantes. Et donc, l'assiette sur laquelle il est calculé, le cas échéant, ce montant perçu par l'équipe commerciale
l'assiette sur laquelle sont calculées les commissions qu'ils vont percevoir, ok? Et axez votre montant sur un pourcentage de ces commissions perçues par l'équipe commerciale, par exemple, ok? Il s'agit de partager le gâteau ici. Si vous participez à la négociation business de ces fusions-acquisitions, vous pouvez donc demander d'intégrer des bonus par rapport à tout cela. Et ce que je vous propose également, c'est de peut-être vous rapprocher également des commerciaux de votre entreprise qui sont familiers de ces techniques. Les juristes sont très peu familiers de ces types de négo. Mais par contre, vous l'êtes. Et parfois, vous les avez rencontrés, vous y êtes confrontés dans les contrats que vous négociez avec le business. Donc, parfois, vous êtes quand même familier de votre côté de ces sujets, mais vous ne les avez jamais appliqués pour vous. Et c'est là où le gap est à faire. D'accord? Donc, je continue sur mon exemple de tout à l'heure. Donc, par rapport à mon exemple sur mes 3 objectifs à atteindre et le fait d'avoir fixé les montants, ensuite, on s'est mis d'accord, toujours par avenant au contrat de travail, hein, à quelle date le variable serait versé une fois acquis le fait que l'objectif était réalisé. Donc, c'est ce que je vous disais, on s'est mis d'accord sur une constatation au 31 décembre de l'année N et un versement en une fois le 31 mars de l'année N+1. Parfois, les versements peuvent avoir lieu en plusieurs fois tout au long de l'année, d'accord, pour étaler pour des raisons comptables le versement. Et alors pour ma part, je dois bien avouer qu'à l'époque, cela m'avait surprise, hein, car je n'étais pas familière de ces usages, hein, de ces usages de bonus pour les juristes. C'était la première fois que je rencontrais cette pratique, donc j'estimais que la parole aurait pu suffire concrètement. Et encore plus qu'une fois l'objectif atteint, ben, le variable devait m'être versé le mois suivant, en fait, et il ne devait pas y avoir de délai. Donc ça, c'était mes croyances, mes idées reçues, d'accord? Et non, en fait, il y a d'autres éléments en termes budgétaires à prendre en compte pour le jour de règlement du variable. Et le secrétaire général de l'époque m'expliqua qu'en cas de changement de direction, notamment, ou de stratégie, il était préférable que ce soit acté dans le contrat ou dans l'avenant au contrat de travail. Et je l'en remercie encore puisque j'ai connu 2 changements de direction générale sur ce poste pendant la période où je l'ai occupé, avec des visions et des stratégies totalement différentes. Et le fait que tout ceci était acté dans mon contrat de travail, cela me permettait de sécuriser la définition de mes objectifs et même l'orientation de mes missions, d'accord? Et les conditions donc d'octroi du variable, puisque tout était déjà acté. Voilà. Un autre exemple que je voulais vous citer, c'est dans les licornes ou les startups. Là encore, soyez créatives, soyez créatifs. Vous pouvez demander l'octroi de bons de souscription d'actions ou de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, hein, d'accord, si vous êtes à l'origine, au tout début de la création de l'entreprise. C'est une pratique courante, hein, pour les autres professions de ces licornes ou des startups, donc le DAF, directeur des opérations, directeur commercial, etc. Donc, il est vrai que c'est très peu répandu chez nous, les juristes, les responsables juridiques, les directrices et les directeurs juridiques. C'est quelque chose dont on est très peu familier, encore une fois. Bien entendu, moi, je vous encourage à prendre conseil auprès, soit dans votre start-up, de votre directeur commercial, de votre directeur des opérations, pourquoi pas le ou la DG, afin de lui demander conseil et d'obtenir des informations complémentaires sur l'argumentaire à développer si vous n'êtes pas familier. Sinon, rapprochez-vous dans votre réseau de personnes qui occupent ces fonctions, en qui vous avez confiance, pour poser vos questions, pour vous faire mentorer sur ces points-là. D'accord? Vraiment, c'est important. Donc ça, on le voit également dans le cadre de l'accompagnement mobilité. Ok? Ce sont des points sur lesquels on, on- on est précis également. Donc, ensuite, vous pouvez également prévoir une prime ou une augmentation au moment de votre négociation salariale. Ce peut être une prime de fin de période d'essai, par exemple, ou une augmentation garantie au bout d'un an ou de l'atteinte de vos résultats à 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous pouvez aussi prévoir de faire intégrer votre variable dans le fixe la troisième année, par exemple. Ok. Vous touchez, par exemple, une prime année N+1, N+2, et puis l'année N+3, vous avez déjà prévu que ce montant soit intégré à votre fixe. D'accord? Donc, du coup, ça donnera lieu à une nouvelle renégociation de primes et de variables. C'est vraiment une pratique courante, hein, pour fidéliser ses collaborateurs. C'est très répandu, cette pratique. Enfin, la question des avantages en nature se pose également. Souvent, cela fait partie des usages de la société, de sa culture, de son ADN. Ok. Donc, j'ai par exemple une responsable juridique qui dispose d'une voiture de fonction,
un super modèle. Elle est contente, certes, mais c'est pas forcément ce qui l'intéressait au départ. Et elle n'a jamais demandé cet avantage en nature, elle habite à 15 minutes de son lieu de travail. Elle ne fait jamais de déplacement professionnel, sauf en TGV, et elle se déplace essentiellement à vélo. Ok? Donc, mais comme cet avantage est de droit, cette voiture de fonction est de droit, dès lors que dans sa société, les personnes deviennent responsables ou directeurs, dès lors qu'ils ont ce titre, eh ben, ils obtiennent la voiture de fonction, tout comme un plus grand bureau avec plus de mètres carrés. Ok, ça fait partie de la culture, de l'ADN de cette entreprise. Donc, les avantages en nature peuvent porter sur, alors je vous donne quelques exemples hein, assez classiques, sur donc, le logement, la voiture, le PC portable, le téléphone portable, etc. Pour le téléphone portable et le PC, faites attention si vous êtes personnel réglementé et que vous avez accès à des données sensibles. Attention à ne pas tout mélanger avec vos données propres à votre famille, à vos enfants, etc. hein. J'attire votre attention là-dessus, parce qu'il y a quelques problématiques qui peuvent se poser à certains moments. Voilà, je ferme ma parenthèse. Vous pouvez également négocier la prise en charge de formations et de frais associés, tels que l'hôtel, les repas, les déplacements. Donc, ce sera pris sur un autre budget que celui de votre service. Hein. Ok, c'est pris sur le budget formation de la société, mais c'est à creuser. Si jamais votre service n'a pas de budget au jour d'aujourd'hui, pour intégrer cela, vous pouvez peut-être négocier une formation, ok? Et cela est valorisable si vous voulez évoluer vers d'autres postes en interne ou en externe. Pensez également toujours résultats à moyen et long terme. En quoi cela pourrait m'aider à atteindre mon objectif de carrière à moyen terme et long terme, ok? J'ai une personne, par exemple, qui a eu le titre de directrice juridique il y a 9 mois, mais elle n'a pas réussi à faire augmenter son salaire pour une question de budget. Concrètement, elle était au courant hein, que l'entreprise traversait une certaine période et donc c'était pas possible sur le budget de son service. Et donc, par contre, ils avaient un budget formation qui n'était pas utilisé en totalité, donc elle a obtenu la prise en charge d'un MBA sur 24 mois. Oui, c'est ça, sur 24 mois. D'accord? Donc, vous voyez, le MBA va lui donner une autre posture, etc., etc. Elle a déjà son titre, de toute façon, et le MBA peut lui apporter déjà du réseau, des connaissances, de nouvelles expertises, etc. OK? Et intellectuellement, elle en avait besoin. Elle avait besoin aussi de rebondir intellectuellement sur autre chose. Voilà pour les exemples. Ah oui, je voulais vous donner un autre exemple. Vous pouvez également négocier la prise en charge de vos déplacements pour des événements associatifs comme les associations de professionnels, ok? Si l'usage n'est pas encore culturellement pris dans la société que vous allez intégrer. Donc, dans d'autres entreprises, il est d'usage hein, d'être membre d'associations de professionnels et les frais sont d'office pris en charge. Mais parfois, certaines cultures d'entreprise ne sont pas familières. Et donc, bah, si vous êtes notamment en région, bah, vous devez faire prendre en charge tous vos frais de déplacement, les frais de repas, l'hôtel si vous passez une nuit sur place, etc. D'accord? Et le fait de ne pas poser de jour de congé pour aller à ces événements, bien entendu. C'est également cela, ok? Donc cela a été mon cas pendant 10 ans. Moi, j'ai été juriste spécialiste des fonds d'investissement en capital risque et spécialiste de la titrisation dans la holding de mon groupe financier. Et j'étais membre de 3 groupes de travail à raison de minimum une réunion par mois, par groupe, oui, c'est ça. Donc ça me faisait 3 rendez-vous parisiens mensuels. Et donc moi, je suis colmarienne et je travaillais à Strasbourg, hein. Donc dans le Grand Est. Donc j'allais minimum 3 fois par mois. Enfin, en général, j'y allais toutes les semaines quand même sur Paris pour cette association. Donc, il s'agit de l'Association française des titres, l'AFTI, comme on l'appelle, qui travaille en général avec l'AFG, l'Association française de gestion. Donc, j'avais 3 groupes. J'avais le groupe métier, l'observatoire juridique et les groupes juridiques ponctuels. Donc, le travail de groupe métier, c'était en qualité de juriste, je représentais les intérêts de mon groupe financier au sein de l'AFTI lors des négociations contractuelles des conventions métiers et des conventions produits avec l'AFG. Donc, on négociait entre l'AFTI, les titres, si vous voulez, et l'Association française de gestion. Donc, d'un côté, les dépositaires et de l'autre, les sociétés de gestion de portefeuille pour ceux qui connaissent l'environnement financier. Ok. Le deuxième groupe, c'était l'Observatoire juridique. Donc, toujours en qualité de juriste, je participais à l'élaboration de solutions pragmatiques compte tenu des évolutions du droit européen et des questions qu'on se posait sur nos métiers concrètement et qui impactaient fortement notre industrie. D'accord? Donc là, on réfléchissait avec le cerveau collectif, bien entendu, à des solutions pragmatiques et on s'inspirait des uns et des autres en fonction de ce que chacun avait déjà mis en œuvre. Ok. Ou alors, on créait de nouvelles solutions. Troisièmement, les groupes juridiques ponctuels. Alors là, c'était toujours en qualité de juriste. Je participais à la transposition des directives européennes dans le code monétaire et financier, d'accord, pour préparer les débats avec le législateur.
Et ça, c'était vraiment un... Donc, on avait des directives européennes à peu près tous les 18-24 mois. Donc, c'était vraiment un travail extrêmement lourd, puisqu'il fallait comparer les textes, etc., etc., et préparer l'argumentaire pour le législateur. Donc, grâce à ces trois groupes, moi, j'ai pu déjà créer mon réseau, me développer, avoir accès à des rôles modèles, puisqu'il y avait un certain nombre de personnes qui menaient ces groupes, d'accord? Donc, moi, j'avais accès grâce à cela également à des rôles modèles en tant que femme dans un milieu financier, c'est important également. Donc, voyez également, si vous pouvez obtenir ce type d'avantage, voyez également tout ce que cela vous apporte à côté, d'accord? Sans parler de l'aspect intellectuel, hein. J'ai énormément appris avec ce cerveau collectif que l'on faisait fonctionner les uns avec les autres, en dehors de mon service quotidien, d'accord? Je travaillais avec d'autres banques. Donc, c'est là où c'est intéressant, d'autres groupes financiers. Donc, à partir du moment où on arrive à accéder à d'autres manières de penser, à d'autres manières d'argumenter, c'est là où ça permet également de grandir, de se développer, d'adopter d'autres manières de fonctionner, de réfléchir et donc de faire un pas de côté et donc de vraiment de faire progresser sa propre intelligence, l'intelligence pure, mais également l'intelligence relationnelle, d'accord? Et j'ai forcément également développé mon réseau. Je pense que c'est un des éléments de ma carrière qui m'a permis de le plus développer mon réseau à l'extérieur de mon groupe financier. Voilà. Alors maintenant, deuxième question qui m'a été posée lors de l'atelier à FJE. Alors, est-ce que le taux d'inflation peut être soulevé pour une revalorisation? Donc, le taux d'inflation va être pris en compte par la direction générale lorsqu'elle statue sur le montant global de ces augmentations, la fameuse enveloppe globale qui après est répartie selon les services. Puis, cela peut donner lieu à des discussions avec les représentants sociaux, bien entendu. Donc, il s'agit encore là d'un point collectif. Il n'y a pas de cas par cas. Ce n'est pas votre renégociation personnelle. Ce n'est pas votre revalorisation personnelle. Sa prise en compte sera accordée à tous à travers les enveloppes pour les augmentations. OK? Donc, d'accord, vous pouvez l'invoquer, mais ce n'est pas un élément factuel qui justifie votre propre revalorisation. Si tout le monde obtient 0,5 ou 1 ou 1,5 de revalorisation, bah, tout le monde l'aura. D'accord? Ça ne fait vraiment pas partie de votre revalorisation personnelle. Votre revalorisation est basée sur des éléments factuels. Votre périmètre de poste qui évolue, la prise en charge de nouvelles missions, un surinvestissement en période tendue, l'acquisition d'une nouvelle expertise, exactement comme nous l'avons vu dans l'épisode 25. OK? Donc, ce qui est à retenir, c'est que s'ils ont le budget et s'ils veulent retenir les talents qu'ils ont repérés, ils vont vous revaloriser. L'inflation ne fait pas partie de l'équation. Votre rémunération repose sur quatre éléments. Premier élément, votre fixe. Deuxième élément, votre variable ou bonus. Troisième élément, vos primes ou augmentations. Quatrième élément, vos avantages en nature. Et j'ajouterai un point bonus. Intéressez-vous au budget formation pour demander une formation ou un bilan de compétences qui relève de cet autre budget formation et non pas de celui de votre service. Voilà, vous êtes prête et prêt à construire votre argumentaire en intégrant ces quatre composantes, très chers juristes. C'est ce que nous construisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, en intégrant les divers éléments de votre rémunération à envisager, que vous soyez juriste, responsable juridique, directrice ou directeur juridique. Si vous êtes intéressé, il me reste une place en novembre sur les 5 habituellement disponibles. Et oui, j'ai déjà donc une juriste et une directrice juridique qui ont réservé leur accompagnement individuel. Et j'ai 2 personnes, une juriste et une responsable juridique, qui renouvellent leur accompagnement pour 1 mois. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple, hein. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé.
Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurinova consulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 27, le dernier de cette série de 5 épisodes consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Et la semaine prochaine, nous traitons la question suivante: déstabilisation, questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Bon week-end à tous les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.